Et si nous étions entrés dans l'ère du technofascisme ? Elon Musk a concrétisé un rapprochement initié il y a des années. I think technology is this incredible alternative to politics. L'alliance de la technologie et d'une vision autoritaire du pouvoir. Depuis que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche, quelque chose a basculé. In the first term, everybody was fighting me. In this term, everybody wants to be my friend. Et pendant qu'il attire toute l'attention, qu'il semble être partout, son pouvoir se transforme. Car cette fois-ci, il s'est entouré des milliardaires de la tech à qui il doit son élection. Thank you so much for getting us all together, and thank you for being such a pro-business, pro-innovation president. It's a very refreshing change. Après avoir accaparé nos vies privées, ces entrepreneurs veulent désormais imposer leur vision du monde et étendre leur influence. En commençant par démanteler les institutions et la démocratie américaine. Pour les technofascistes, une nation devrait être gérée comme une entreprise, avec un PDG autoritaire à sa tête. L'État social est l'ennemi à abattre. Leur but ultime, faire sans les citoyens, sans délibération, sans débat, sans démocratie, finalement. Pour gagner toujours en efficacité et libérer l'innovation. Diriger le monde avec des algorithmes. You could actually unilaterally change the world without having to constantly convince people and beg people and plead with people who are never going to agree with you through technological means. Pour ces hommes, la technologie est plus fiable que les institutions humaines. Et le progrès technologique, la réponse à tout. Leur horizon politique est tout simplement la sécession. Une séparation économique et politique du reste de la société permise grâce à la technologie. I think we can try to create autonomous countries on oceans, underwater, all sorts of other spaces. Ce nouveau logiciel de pensée est en train de réécrire le monde. Le modèle technofasciste se diffuse comme une méthode et non pas une idéologie. Il inspire l'extrême droite européenne et a déjà pris le pouvoir dans plusieurs pays. Avec Javier Milei, le président argentin, This is the chainsaw for bureaucracy. Nayib Bukele, le président dictateur du Salvador, Bukele a d'ailleurs fait construire une méga prison dans laquelle il a accepté depuis le début de l'année d'incarcérer des centaines de migrants illégaux expulsés par les États-Unis et qualifiés de terroristes. et bien évidemment Donald Trump. C'est tout ce glissement que les journalistes Nastasia Hadjadji et Olivier Tesquet racontent dans leur livre Apocalypse Nerds, pour lequel je les reçois aujourd'hui. Alors, la technologie est-elle en train de redéfinir le fascisme ? Comment reconnaître le technofascisme ? Quel impact a-t-il sur nos démocraties et comment le combattre ? Réponse dans ce nouvel entretien Blast. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être venus sur le plateau de Blast. Alors, Nastasia Hadjadji, vous êtes journaliste et chroniqueuse, spécialiste de l'économie politique du numérique. Vous collaborez en presse écrite avec Le Monde, Libération, Ouzbek Erika. Vous copilotez aussi la newsletter technocritique Sainte Média et vous réalisez des reportages pour l'émission Trax de Arte. Vous êtes l'autrice de No Crypto, comment Bitcoin a envoûté la planète aux éditions Divergence. Olivier Tesquet, vous êtes journaliste à la cellule enquête de Télérama, spécialisée depuis 15 ans dans l'impact de la technologie sur la société. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais, dont À la trace, État d'urgence technologique et Dans la tête de Julian Assange. Et vous avez récemment publié tous les deux aux éditions Divergence, Apocalypse Nerds, comment les technofascistes ont pris le pouvoir. Une enquête sur l'idéologie technofasciste qui contamine le monde et un livre aussi sur tous ceux qui gravitent autour de Donald Trump. On va en parler dans cet entretien. Alors, c'est un exercice difficile et vous le démontrez d'ailleurs dans le livre. Mais pour commencer, est-ce que vous pourriez définir le technofascisme en quelques phrases ? En quelques phrases, le technofascisme, c'est avant tout un processus de contre-révolution réactionnaire, mais aussi fasciste, comme on s'attache à le définir, qui va mobiliser des outils et des infrastructures de la tech pour combattre et démanteler les institutions de la modernité politique. Donc c'est véritablement la dialectique entre la modernité technologique qui va opérer ce processus contre-révolutionnaire dirigé contre la modernité politique. Et ce technofascisme, il a plusieurs visages, mais c'est d'abord une action politique, évidemment. Et cette action politique, elle passe par cette infrastructure, ces réseaux, ces algorithmes, et elle est emmenée par des figures de pouvoir qui sont ces milliardaires de la tech, dont on parlera,
plupart, mais je vais en nommer quelques-uns. Peter Thiel, évidemment. On peut citer effectivement Elon Musk aussi, avec son action à la tête du Doge, ou encore plus récemment quelqu'un qui est venu dans la lumière et qui s'appelle Larry Ellison, et qui est à la tête d'une entreprise qui s'appelle Oracle, et qui fournit en fait l'infrastructure indispensable pour soutenir l'accélération autour de l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est une poignée d'individus entourés de conseillers, plus ou moins de l'ombre, qui est engagée dans ce processus contre-révolutionnaire visant à tirer un trait sur les démocraties libérales et en particulier la forme État-nation. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans le technofascisme et qui est assez difficile à saisir, parce qu'en fait, il y a une espèce de rupture historiographique. C'est-à-dire que d'un côté, on a des invariants des fascismes historiques. C'est-à-dire, Nastasia le disait, on a cette idée de contre-révolution anti-moderne. Ça, c'est un invariant des fascismes historiques. On a l'idée de la régénération du corps national par la purification. Ça aussi, c'est un invariant des fascismes historiques. Et dans le même temps, ça vient dans la droite ligne d'un mouvement qui, pour le coup, est très américain, qui est né dans les années 90, qui est le mouvement du libertarianisme autoritaire. C'est-à-dire que, à l'intérieur de cette mouvance libertarienne, qui a toujours oscillé un coup à gauche, un coup à droite, etc., il y a eu l'idée de s'allier très directement avec les paléoconservateurs, comme on les appelait à l'époque. Et donc, c'était à la fois l'ordre spontané du marché et un exercice très autoritaire du pouvoir. C'était notamment la théorie de Murray Rothbard, qui est l'icône de Javier Milei en Argentine. Donc, on voit qu'on retrouve là aussi cette filiation-là. Et c'est vraiment la rencontre entre ces deux mondes. Et un dernier élément aussi, c'est cette idée également que ce technofascisme, il arrive à un moment de conjoncture historique qui est celle d'une crise du capitalisme. Ça fait un moment que le capitalisme est en crise, mais comme à chaque fois, à chaque moment historique, les fascismes naissent à des endroits de crise historique de l'accumulation capitaliste, le technofascisme intervient aussi à ce moment d'une crise de ce qu'on appelle le capitalisme tardif et vient comme ça se poser comme étant, comme on le disait, cette contre-révolution, donc ce retour à des structures, à des verticalités, qu'elles soient politiques, économiques, cette justification finalement de la domination de quelques-uns, de la domination économique de quelques-uns sur la majorité. Et ce qui est frappant aussi dans le discours de ces technofascistes, c'est si on les écoute, c'est la technologie qui va permettre de résoudre ce processus de crise historique du capitalisme. C'est par la technologie, le fait de libérer l'innovation de façon radicale, de supprimer toutes les entraves à l'innovation. Et dans la bouche de Peter Thiel, ça donne l'antéchrist. L'antéchrist qui a de multiples formes, mais qui est aussi ce supposé gouvernement mondial qui viendrait réguler trop fortement l'innovation et l'entrepreneuriat. Eh bien, il faut faire absolument sauter tous ces verrous parce que la technologie fera basculer l'humanité dans un régime d'abondance, si l'on en croit ces technofascistes. Donc, il faut vraiment aussi voir la variable économique de ce nouveau régime politique qui vient se positionner comme un remède clé en main à cette crise historique de l'accumulation capitaliste. Et d'ailleurs, vous le dites, le technofascisme, c'est aussi un logiciel qui est en train de réécrire le monde. Finalement, la question que vous posez, c'est la technologie recompose-t-elle le fascisme ? Et votre réponse, c'est oui. Mais vous le dites dès le début, d'ailleurs, ce n'est pas aussi unilatéral qu'on pourrait le penser. Vous l'écrivez, le technofascisme ne souffre pas de son incohérence, il s'en nourrit. Et c'est peut-être ça qui le rend aussi gazeux et difficile à décrypter et à identifier clairement, même pour le grand public. C'est-à-dire que technofascisme n'est clairement pas un terme qui parle à tout le monde aujourd'hui. Non, c'est pas du tout une idéologie totalisante, uniforme. C'est pas le parti unique du tout. D'ailleurs, on imagine mal un parti technofasciste se présenter aux élections, sachant que de toute façon, pour eux, le suffrage universel, il faut le contourner, la démocratie, il faut la neutraliser, et ils sont complètement élitistes. C'est là aussi, d'ailleurs, c'est peut-être le moment de le dire, le technofascisme, c'est pas du tout la suite du national-populisme du premier mandat de Donald Trump. C'est-à-dire que l'assaut contre le Capitole le 6 janvier, qui était l'aboutissement de la politique d'un Steve Bannon, c'est-à-dire vraiment le peuple qui reprend le pouvoir sur les institutions par la force, le technofascisme, c'est l'antithèse de ça. Donc ça vient s'inscrire, d'ailleurs Steve Bannon les déteste cordialement, et c'est la coexistence de tout un tas d'idéologies, de figures, etc., qui, a priori, se marient pas toujours très bien ensemble. C'est-à-dire mais qui avaient déjà commencé à
on va dire, macéré un peu justement dans ce fond de sauce paléo-libertarien, libertarien autoritaire dans les années 90. C'est-à-dire on va avoir d'un côté Friedrich Hayek, l'ordre spontané du marché, vraiment le néolibéralisme le plus débridé, et puis de l'autre côté, on va avoir la décision souveraine de Carl Schmitt et pour le coup la prééminence du politique, et pas de la politique, c'est très important de faire la différence, du politique sur l'économie. Donc on voit qu'ils arrivent à faire cohabiter ces éléments-là. Nous, on parle d'une pensée en API, alors en informatique, l'API, donc l'interface de programmation. Vous avez beaucoup de métaphores informatiques. Il y a beaucoup de métaphores informatiques, mais c'est pas une coquetterie en se disant on a appelé le bouquin Apocalypse Nerd et donc on a un quota à respecter de métaphores informatiques. C'est juste que comme on est face à des gens qui voient le monde avec des yeux d'ingénieurs, qui sont sincèrement persuadés qu'ils vont pouvoir dépasser l'État-nation et pas seulement le réformer ou le révolutionner, c'est vraiment dépasser l'État-nation avec ces outils de la modernité technologique. Voilà, ils ont ces yeux d'ingénieurs et donc mobiliser ce langage-là permet, à notre sens, de mieux comprendre la façon dont ils envisagent le monde. Et donc l'interface de programmation en informatique, c'est cette idée, si je prends une métaphore assez simple, quand vous avez Google Maps sur un site, en fait, le petit plugin Google Maps tourne sans avoir besoin d'avoir accès à toutes les connaissances, d'avoir toute connaissance du système dans son intégralité. Et donc là, ça fonctionne de la même façon, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des petits bouts, et quand je dis ils, ça peut être ailleurs dans le monde, c'est pas limité aux États-Unis, les technofascistes vont avoir des petits bouts de code comme ça qu'ils vont réutiliser dans des environnements différents, qu'ils vont exécuter dans des programmes, et des programmes au sens politique aussi, qui vont être différents et qui vont permettre de fonctionnaliser tout ça. Et c'est là où c'est un fascisme qui est un fascisme incrémental, c'est-à-dire que quand on va avoir une contagion et qu'on va avoir des manifestations dans d'autres pays que les États-Unis du technofascisme, je pense au Salvador de Bukele, je pense à l'Argentine de Milei, l'Inde, je pense à l'Inde un peu de Modi dans une certaine mesure. On pourrait penser à la France dont la rêvent certaines forces politiques de Sarah Knafo à Pierre Dorsterin. Il y a cette idée que ça va pas être un duplicata à chaque fois, ça va être on va prendre un petit élément et puis ensuite on va l'adapter, exécuter ce script-là dans un autre programme. Et je rajouterais que si l'on reprend les termes de Curtis Yarvin, qui, alors lui, je mentionnais les milliardaires de la tech tout à l'heure, Curtis Yarvin, lui, fait plus office d'idéologue. Il se plaît à se raconter comme le seigneur noir des sites. Il se revendique des lumières-sons, enfin des anti-lumières, le courant des anti-lumières étant un courant de pensée réactionnaire du 19e siècle. Lui, l'actualise pour les conditions de notre temps. Et Curtis Yarvin, il est très clair. Pour lui, le fonctionnement des démocraties représentatives dites libérales, c'est un programme informatique obsolète. Il le compare. Oui, il dit que la démocratie est un idéal médiocre et inefficace. Médiocre, inefficace, donc cette rhétorique de l'efficacité très utilitariste est évidemment extrêmement présente. C'est le Windows 95 de la gouvernance politique. C'est vieux, c'est compromis, ça marche mal, ça rame. Donc qu'est-ce qu'on fait généralement avec les logiciels ? Eh bien, on les met à jour ou tout simplement on s'en débarrasse. Et effectivement, on appuie l'idée que ce logiciel de pensée technofasciste, pour continuer de filer la métaphore, il est composite, il se nourrit effectivement d'idéologies qui sont parfois antagonistes. Effectivement, certains libertariens maximalistes pouvant défendre des positions pour le port d'armes, pour la prostitution, pour la libre circulation des drogues, vont voisiner avec ceux qu'on appelle les paléo-libertariens, qui sont eux pour un conservatisme social, des hiérarchies de genre très strictes, des pronatalistes. En fait, voilà, il y a une espèce de conjonction d'idéologies comme ça un peu composite. Mais dans cette rhétorique extrêmement guerrière et empruntée notamment à René Girard, pour Peter Thiel, il y a cette idée de désigner des ennemis. Et l'ennemi est vraiment désigné, ce sont les démocraties libérales et c'est l'État-nation. Cette idée que l'État est partout et en tout lieu une structure parasite est très puissante. Mais quand on parle d'État, il faut véritablement faire une distinction fondamentale. Il ne s'agit pas de l'État de la Défense, du ministère des Armées, mais il s'agit bien de l'État social. Et quand ces technofascistes appellent à démanteler, à dépasser les États-nations, ils visent en particulier l'État redistributif et les politiques de redistribution. L'État social est leur ennemi.Eux se nourrissent de la cuisse de l'État militaire et de l'État répressif. Et ils contribuent d'ailleurs à l'alimenter. Puisqu'il faut quand même rappeler que la plupart des entreprises de la tech sont nées dans le giron du complexe militaire ou industriel américain, toutes se nourrissent de la commande publique américaine. Aujourd'hui, le budget de la défense américain est de 1 000 milliards de dollars. Donc vous imaginez bien qu'elles ne vont pas s'attacher à démanteler ces structures-là. En revanche... D'ailleurs, la nouvelle administration Trump, dès son second mandat, montrait des conflits d'intérêts absolument partout. Absolument. Et en revanche, que fait
Elon Musk à la tête du Doge, eh bien, c'est la stratégie du choc algorithmique, mais sur l'État social. Il va démanteler l'aide internationale, il va démanteler le maigre système de sécurité sociale qui existe aux États-Unis, les caisses de retraite. C'est véritablement ça, ces structures-là de la redistribution auxquelles il s'attaque. Oui, et d'ailleurs, le point commun, justement, qui existe entre les exemples de technofascistes à travers le monde que vous donniez, ce sont justement ces coupes budgétaires, ces attaques contre l'État social. Et vous le dites d'ailleurs avec le livre, vous voulez cartographier un glissement que vous venez quand même déjà un peu de décrire. Et vous posez ces questions dès la première page. Où est le pouvoir? Qui décide? C'est un peu une question que tout le monde peut se poser aujourd'hui au regard de ce que vous venez de décrire. On a commencé à un peu dresser le portrait de ces personnes-là, mais j'aimerais bien juste revenir rapidement dessus pour que ce soit clair pour les personnes qui nous écoutent. Qui sont finalement ceux qui tirent les ficelles du technofascisme et que le grand public ne connaît pas si bien que ça? C'est vrai qu'on a commencé le livre avec cette scène assez surréaliste au mois de février 2025, où donc il y a Elon Musk dans le bureau ovale avec son jeune fils sur les épaules. Et puis on a Donald Trump qui est accoudé à son bureau, silencieux. Assez passif, oui. Quasiment hors champ, ce qui est du coup très bizarre, parce qu'on a vraiment un effet de déplacement. Et je me souviens, quand on a vu ces images, on s'est dit, mais effectivement, où est le pouvoir? C'est-à-dire qu'il annonçait l'action du Doge, il annonçait ce qu'il allait faire, qu'il a d'ailleurs fait plein d'erreurs, et que c'était pas grave, et que voilà, c'était comme ça que les choses se passaient. Et à ce moment-là, on était en droit de se poser la question, c'est-à-dire est-ce que ces milliardaires de la tech, là, en l'occurrence incarnés par Elon Musk, se mettaient au service de l'administration Trump, ou est-ce que l'administration Trump se mettait au service de ses mécènes? Cette question-là, on a cru que, voilà, on l'a un peu vite évacuée quand Elon Musk a quitté le Doge, alors que le Doge continue d'exister. Alors, il existe plus sous sa forme spectaculaire de Musk qui communique comme quand il a racheté Twitter, qui exploite des anciens stagiaires qui bossent 80 heures par semaine pour réaliser son grand projet. Ça se fait de manière beaucoup plus invisible, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Russell Vought qui a pris la suite, qui lui est beaucoup plus rationnel, méthodique, etc., et qui continue en fait d'administrer cette thérapie de choc et qui a fait du Doge en fait un mode de gouvernement. Donc ça a un peu disparu comme ça à l'arrière-plan, mais à partir du moment où le technofascisme est une architecture du pouvoir, c'est-à-dire quand c'est une architecture du pouvoir, c'est aussi une architecture logicielle du pouvoir, c'est-à-dire que aujourd'hui l'endroit où vient se nicher ce pouvoir n'est plus dans les institutions. Et n'est plus dans les institutions parce que les institutions, il faut les purger. Je me souviens de J.D. Vance qui, il y a des années, parlait de la nécessité de débaassifier les institutions, comme si les États-Unis de Joe Biden, c'était l'Irak de Saddam Hussein. Donc on voit que le projet politique était déjà là. Et donc, suivant cette logique, le pouvoir vient se nicher dans des entreprises qui sont des entreprises de la tech. Moi, quand on nous demande des exemples de justement cette architecture du pouvoir technofasciste, la première société à laquelle je pense, c'est Palantir. Palantir, donc société créée par Peter Thiel après le 11 septembre. Peter Thiel qui a cofondé PayPal en 98. Peter Thiel qui a cofondé PayPal, qui était déjà une première tentative sécessionniste, c'est-à-dire que PayPal avait pour ambition de faire sécession du système monétaire mondial. C'était déjà son premier moyen entrepreneurial d'échapper à la politique, en investissant l'entreprise comme le lieu du politique, et du politique au sens schmittien du terme, c'est-à-dire le lieu de l'affrontement, de la désignation de l'ennemi, de la confrontation et de l'éradication de cet ennemi. Ensuite, ça a été le premier investisseur extérieur de Facebook, donc il a fait fortune, et il a créé Palantir après le 11 septembre, donc en plus empruntant au folklore du Seigneur des Anneaux, parce que le Palantir, c'est une pierre qui permet de tout voir tout le temps. Trop longtemps tu m'as traqué. Trop longtemps je t'ai évité. C'est pas la partie la plus rassurante du folklore du Seigneur des Anneaux. Bon, c'est la partie qu'il a choisie, mais il adore le Mordor, donc voilà, c'est pas complètement illogique. Et l'objectif de Palantir, dès le début, c'était de dire on va remplacer les services de renseignement. C'est pas seulement on va se mettre au service des services de renseignement, on va les remplacer parce que là où ils ont failli, nous, on va réussir. Et donc ils ont laissé planer le doute pendant des années pour savoir s'ils avaient participé à l'identification, enfin à la traque et à l'élimination d'Oussama Ben Laden. Et aujourd'hui, après avoir signé des contrats avec l'armée, avec les services de renseignement, et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, je rappelle qu'en France, la DGSI est cliente de Palantir, ce qui, dans les circonstances actuelles, pose quand même un certain nombre de questions. Rappelons également qu'une des représentantes du Parti socialiste travaille pour Palantir. Travaille pour Palantir. Judy Martinez. Ça a été révélé par 21. Et donc du coup, Palantir aujourd'hui, après avoir noué ces grands contrats, aujourd'hui c'est le bras algorithmique, par exemple, de la politique
migratoire de Trump. C'est-à-dire que l'ICE, la fameuse... Alors j'ai de plus en plus de mal à appeler ça la police de l'immigration, parce que vraiment cette espèce de supplétif masqué, moi ça me rappelle un peu alors toute proportion historique gardée, mais les corps francs de la République de Weimar, qui étaient déjà des forces semi-autonomes et qui étaient chargées de mater les révoltes spartakistes qui avaient lieu comme ça dans l'Allemagne du début du XXe siècle. Si ce n'est que l'ICE est tellement institutionnalisée qu'on envoie l'armée maintenant pour protéger son action. Et ce qui va permettre à l'ICE... Je précise juste que donc l'ICE qui multiplie les descentes violentes dans le pays, de plus en plus, d'ailleurs il y a des historiens qui parlent de déportation, etc., et qui vont aller chercher des personnes qui sont jugées en situation irrégulière pour les expulser, souvent de façon très violente, devant leur famille. Et sur la base d'un profilage algorithmique... Qui est fait par Palantir. Voilà, qui est fait par Palantir et qui nourrit aussi beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se font déporter, selon le terme anglo-saxon, qui n'ont rien à faire dans une prison au Salvador aujourd'hui, en fait. Et juste pour préciser là-dessus, et ce qui traduit très bien cette idée vraiment clé chez les technofascistes et qu'on retrouve à la fois dans le Doge, par exemple, et dans Palantir, c'est l'idée que la technologie est plus fiable que les institutions humaines. Donc, le Doge, c'est l'idée que mettre des super stagiaires avec des bases de données et de l'IA, ça va permettre de révolutionner l'État et de sabrer l'État social. Et de l'autre côté, Palantir, c'est l'idée qu'avec une suite logicielle, là, ils sont en train de travailler. Il y avait déjà un logiciel qui est utilisé depuis l'administration Obama, qui s'appelle Falcon, qui permet d'identifier justement ces personnes à expulser. Là, ils sont en train de travailler sur un autre outil qui s'appelle Immigration OS. Alors, en plus, le nom traduit vraiment totalement l'ambition, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire un système qui va permettre d'automatiser les rafles, la traque des étrangers et donc des indésirables, des ennemis à expulser. Et aujourd'hui, ça permet à cet État punitif privatisé par Palantir de mettre en œuvre cette politique migratoire-là. Et donc Palantir, pour le coup, est hors du champ institutionnel. Ils ont dévoré le champ institutionnel, ils ont dévoré le pouvoir régalien. Le pouvoir régalien a délégué sa fonction de police et un peu de justice d'ailleurs au passage, puisque c'est vrai, il y a même plus de due process comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire les gens sont arrêtés sur la base d'informations totalement discrétionnaires. Ensuite, ils sont placés dans des espèces de centres de rétention, et puis ensuite on leur donne on les met dans un avion vol direct pour tel ou tel pays afin de les expulser. Autre entreprise proprement apocalyptique, pour reprendre le titre de l'essai, et c'est peut-être le moment aussi d'expliquer pourquoi on l'a appelé ainsi. Et donc en fait, l'étymologie d'apocalypse en grec, c'est la révélation, le dévoilement. Donc c'est pas non plus complètement, ce n'est pas un hasard si Peter Thiel va appeler son entreprise Palantir en référence à cette pierre qui permet un peu de voir de façon très omnisciente. Une autre entreprise apocalyptique, c'est donc Oracle, qui là encore est très inspiré visiblement par la Grèce antique, puisque l'oracle est l'entité qui permet de dire le futur. Et Oracle est une entreprise, à la différence de Palantir qui fournit un service logiciel, va fournir véritablement l'infrastructure. Donc la colonne vertébrale du numérique, ce sont à la fois des espaces de stockage, des data centers, et en particulier des outils d'intelligence artificielle. Et Oracle est la propriété de Larry Ellison, qui a fondé cette entreprise en 1977, et il l'a fondée il y a très longtemps. Mais lui a fait fortune à l'occasion de la première bulle .com. Larry Ellison, lui, il a un profil de conservateur, on va dire de républicain très traditionnel, soutien de Trump depuis 2020. C'est également un très proche de Netanyahou. Et là où je veux en venir, c'est que Oracle est l'un des contractants premiers de l'armée israélienne. L'armée israélienne ayant fait la démonstration, mais depuis au moins 15 ans, du caractère éminemment technologique de sa manière de mener la guerre, et a fait également de Gaza ce qu'un journaliste qui s'appelle Anthony Lowenstein appelle un laboratoire de la guerre technologique. Il y a eu aussi un travail remarquable qui a été fait par le média israélien Plus 972, qui a montré comment, en particulier depuis le 7 octobre, comment la guerre a été automatisée, à la fois des drones qui vont cibler comme ça soi-disant des représentants du Hamas, mais aussi comment nombre de victimes collatérales ont été le fait en fait de ces outils d'automatisation de la guerre avec l'intelligence artificielle. Et donc Oracle est l'un des fournisseurs de services pour cela. Donc tout ça pour illustrer plusieurs choses. D'une part, qu'il y a aujourd'hui un continuum direct entre ces producteurs de technologie et des guerres
coloniale, raciste, fascisante, qu'il y a aussi, si je dois faire une petite incise, un continuum, puisque toutes les grandes entreprises de la tech sont impliquées aujourd'hui dans la défense. C'est vraiment leur relais de croissance principal, passer des contrats dans l'armement. Donc si on doit faire une analogie, aujourd'hui, lorsqu'on demande le matin à ChatGPT la météo du jour ou qu'est-ce qu'on devrait mettre comme tenue pour aller à tel événement, on utilise peu ou prou le même service que celui qui est déployé dans des drones qui vont génocider des Palestiniens. Donc déjà, il y a ce continuum-là qui est aussi en parallèle de l'IC, l'une des manifestations de ce technofascisme. Sachant que Palantir aussi travaille avec l'État israélien, ont signé des contrats après le 7 octobre, alors en restant assez discret sur la nature de la prestation qui est fournie, etc. Mais c'est vrai qu'Israël, alors Gaza, mais aussi la Cisjordanie, sont depuis des années un laboratoire technofasciste. Peut-être d'ailleurs que Israël sous Netanyahou était déjà une préfiguration du technofascisme qu'on décrit dans le livre, parce qu'en plus dans un pays où il y a quand même traditionnellement une porosité très très forte entre le monde de la tech et l'État, avec en plus les gens de la tech qui sont tous passés dans l'armée par le service militaire ou dans les services de renseignement. Donc la porosité, là, le complexe militaro-industriel, il est sur un espace très réduit. C'est effectivement par hasard si on retrouve toutes ces entreprises-là, là aujourd'hui en Israël depuis le 7 octobre. Et c'est montré d'ailleurs dans le documentaire 7 milliards de suspects que Israël a depuis des années été à la pointe de la reconnaissance faciale, de l'utilisation de la technologie comme un moyen revendiqué de sécurité, mais surtout aussi comme un moyen contrôle social. De contrôle social et de défense qui commence à être copié en fait un peu partout dans le monde. Oui, Larry Ellison, pour terminer, est un fervent défenseur de la société de surveillance. Il estime, et là on en revient à son entreprise Oracle, que si la population était intégralement surveillée, elle se comporterait mieux. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans une forme différente en Chine. La Chine et son fameux contrôle social et son fameux score. Voilà, tout est algorithmisé de manière à ce que les citoyens soient traqués et on va ou pas, par exemple, leur attribuer un crédit immobilier sur la base de ce score. Leur crédit social. Crédit social, exactement, cherchez le terme. Donc voilà, ce sont des choses, il y a des boutures en fait de ce technofascisme qui naissent à des endroits très très différents du globe. Alors, pour simplement terminer le tour de la Maison des Horreurs, il y a aussi Curtis Yarvin, vous l'avez évoqué, qui est l'éminence grise de la Silicon Valley et qui a développé la théorie politique selon laquelle une nation devrait être dirigée comme une entreprise et dont le monarque, entre guillemets, serait nommé à la manière d'un PDG d'une grande entreprise. C'est vrai que quand je citais tout à l'heure le fait que Curtis Yarvin considérait que la démocratie était inefficace, on peut aussi citer Peter Thiel qui a dit en 2009 « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles ». On voit bien que cette montée du technofascisme, elle est indissociable du délitement des démocraties. Je rappelle ici que pour la première fois depuis plus de 20 ans, il y a plus d'autocratie que de démocratie dans le monde. Et selon le dernier rapport annuel du Vedam Institute, il y a seulement 28% de la population mondiale qui vit en démocratie, contre 72% en autocratie. Et vous le démontrez d'ailleurs, c'est le but ultime des technofascismes, c'est de faire sans nous en fait. Sans les citoyens, sans délibération, sans débat, sans démocratie, puisque la démocratie est vue comme une entrave. Curtis Yarvin est une figure très intéressante pour ça. Alors, il a tendance à se pousser un peu du col. Il adore se présenter comme une espèce de Rasputin du nouveau Trumpisme, tout en étant très critique d'ailleurs du Trumpisme, parce qu'il est condamné à être déçu, Curtis Yarvin, parce que pour lui, ça ne va jamais assez loin. Trump se rencontrant quand même un certain nombre d'obstacles sur sa route, il y a toujours cette frustration que c'est jamais suffisamment radical. Mais les sources auxquelles il va s'abreuver, Curtis Yarvin, c'est notamment ces libertariens autoritaires des années 90 que j'évoquais, et notamment quelqu'un qui s'appelle Hans Hermann Hoppe, qui est un Allemand qui a émigré aux États-Unis. Il a enseigné pendant des années, et là il a déménagé en Turquie dans les années 2000. Et l'idée de Hoppe, qui a publié d'ailleurs un livre tout début des années 2000 qui s'appelait Démocratie, le Dieu qui a failli. Donc on voyait bien cette idée que c'était un fétiche à démanteler, et prenait déjà cette idée d'un monarque chef d'entreprise, alors pas un monarque de droit divin, c'est-à-dire un monarque qui serait choisi sur des critères de performance, mais où il y a quand même une exaltation du génie, du QI, de l'intelligence. Donc on voit assez vite comment on peut dériver quand même vers des lectures très racialistes, très eugénistes, etc. Hoppe, quand on le lit dans le texte,
il y avait quand même, il disait très explicitement, et je le cite de mémoire, donc la citation est peut-être pas complètement exacte, mais on a l'esprit, il disait que pour réaliser le projet libertarien, il fallait exclure physiquement de la communauté les gens qui menaient des modes de vie alternatifs. Et parmi les gens qui menaient des modes de vie alternatifs, il y avait alors tous les gens qui vivaient au crochet de l'État social, qui étaient considérés comme des parasites, d'ailleurs il l'écrit comme ça, les gens qui défendent l'environnement, une vision environnementaliste de la société, les homosexuels et les communistes. Au moins, le projet de société est assez clair, c'est-à-dire que c'est à la fois la glorification d'un grand homme, et ça pour le coup c'est vraiment un héritage de la contre-révolution, je pense à la théorie de Carlyle sur la théorie des grands hommes, l'idée que le destin des nations est fait par des figures héroïques, mythifiées, etc. Mais le contrepoint de cette figure du grand homme, c'est qu'on va aussi choisir son peuple, on va choisir de vivre parmi ses semblables, et on va éliminer méthodiquement de l'espace commun, qui n'est plus tout à fait un espace commun, tous les gens qu'on va considérer comme incompatibles avec cette vision de la société. Et c'est exactement ce qu'on est en train de retrouver aujourd'hui, et je pense que c'est ce qui guide à peu près toutes les actions, et y compris maintenant de l'administration américaine. On est quand même, et ça c'est encore renforcé, je trouve, ces dernières semaines, dans une logique de désignation de l'ennemi, que ce soit les étrangers, que ce soit la gauche plus ou moins radicale, que ce soit les personnes transsexuelles, que ce soit les employés fédéraux. Enfin, voilà, plein de manifestations comme ça, et avec quand même un espace commun, ou un espace partagé, ou un horizon démocratique qui se réduit vraiment comme peau de chagrin au fil du temps. Et Hugues Jalon, il a une phrase très juste et il dit en fait aujourd'hui... Hugues Jalon qui a écrit le Temps des salauds notamment. Voilà, et il dit aujourd'hui une démocratie, un État, ça ne se renverse pas, ça s'évide. C'est-à-dire qu'on va essayer de s'attaquer à ces structures, les ronger, les corroder jusqu'à ce qu'elles s'affaissent d'elles-mêmes. Et en fait, comment on fait ça ? De plusieurs manières. D'une part, en démantelant l'État social, comme on en a parlé, en s'attaquant à cette fonction redistributrice, mais aussi à ces piliers institués des démocraties libérales. En contexte français, ça va être les systèmes de santé publique, ça va être la justice, etc., etc. Donc, on détruit ces filets-là, mais c'est aussi de façon plus exogène en multipliant les contre-ordres alternatifs. Et il y a une fonction aussi à ces projets de sécession dont on parle dans le livre, c'est cette idée de mettre en concurrence la forme État-nation, la forme démocratie libérale, en multipliant les contre-ordres privés. Avec cette idée que c'est comme ça, par la mise en concurrence et par l'évidement de ces structures, que l'on va faire s'affaisser tout ce système. Donc ça, c'est très important. Et je rajouterais également que le technofascisme, il instaure, c'est avant tout le technofascisme, le primat de la forme entreprise. C'est pas tant le parti unique, comme on le disait. Donc primat de la forme entreprise et primat de la gestion entrepreneuriale. D'où cette idée d'un monarque CEO de Curtis Yarvin. Et ça, on le voit aussi apparaître dans le projet de plan de paix de Trump pour Gaza, où on a le sentiment qu'en fait, en plaçant comme ça Tony Blair en potentiel repreneur de cette enclave, on a l'impression qu'on va prendre un peuple martyr, qu'on va restructurer sa dette, comme on restructurerait la dette d'une entreprise, comme si la population palestinienne était un actif, au passif même du pays. Enfin, il y a vraiment cette métaphore filée de la gestion entrepreneuriale, du fait que si on raisonnait comme un comité exécutif d'une entreprise, on pourrait faire mieux qu'un gouvernement démocratiquement élu. Et ça, c'est vraiment central. C'est ce que vous dites d'ailleurs aussi dans le livre, justement, que Trump transforme un génocide en opportunité économique, littéralement. En fait. Absolument. On enjambe l'autodétermination des peuples pour la remplacer par de la gestion d'actifs. C'est vraiment... je remarque qu'à Gaza, ils parlent... les médias, d'ailleurs, parlent de ça comme d'un comité pour la paix, mais ce comité pour la paix, quand Trump en parle, il dit un board. Un board, c'est un comité exécutif au sein d'une entreprise. Hier, je voyais J.D. Vance, donc le vice-président, création politique de Peter Thiel, au passage. Il aurait peut-être jamais été élu lors des midterms aux États-Unis il y a 2 ans s'il n'avait pas été financé à hauteur de 15 millions d'euros par Peter Thiel, pour qui il a travaillé. J.D. Vance qui prend une question sur Gaza et qui se tourne vers Jared Kushner, le gendre de Trump, qui depuis longtemps travaille sur ce plan pour Gaza. Oui, donc c'est sur cette idée d'une Riviera à Gaza. Et il dit, je me tourne vers Jared parce que c'est lui, the investor, l'investisseur.
qu'il y a un terme. Enfin, je veux dire, ou alors ils ont vraiment plus de surmoi et en fait Non, je pense que c'est planifié. Mais c'est complètement assumé d'en faire un laboratoire du dépassement de la souveraineté. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'entreprise, et ça c'est vraiment très ancré notamment chez les venture capitalistes, enfin les capital riskers comme on dit en français, qui sont à mon avis des figures clés pour comprendre l'organisation du pouvoir technofasciste et qui eux n'apparaissent pas puisqu'ils financent tout un tas d'entreprises, de start-up, ils sont dans le pari permanent qui est d'ailleurs là aussi quelque chose, c'est la forme économique de l'apocalypse. Le capital risque, c'est de dire on va lancer 100 trucs en l'air, il y en a 99 qui vont se cracher dans le mur et puis il y en a un qui va faire fortune et qui va nous permettre de devenir milliardaire ou de devenir encore plus riche qu'on ne l'est déjà. Et cette vision du capital risque irrigue comme ça tout le discours et la forme entreprise devient finalement, ce que je disais tout à l'heure, le lieu du politique, et du politique, encore une fois, au sens schmittien de la désignation de l'ennemi, du lieu de la conflictualité, pour éradiquer la politique, le lieu de la délibération, le jeu des élections, le jeu de la démocratie. Donc c'est vraiment la manière dont la forme entreprise dévore le monde. Alors, avant d'en revenir justement à cette question de la sécession, je voulais quand même parler rapidement du rapport au réel des technofascistes, parce que je trouve qu'il est assez fascinant. D'ailleurs, vous le précisez, Curtis Yarvin, il l'a théorisé, il y a une sorte d'ennemi à abattre qu'il appelle la cathédrale, donc qui serait un réseau de pouvoir dominé par les médias, les universités, les institutions progressistes. Et il appelle d'ailleurs à gober la pilule rouge de Matrix, et cette idée de prendre la pilule rouge de Matrix pour dévoiler un monde qu'on ne verrait pas a été beaucoup reprise par l'extrême droite de façon générale ces dernières années, alors qu'à l'origine c'était plutôt une métaphore utilisée par les progressistes. Et il y a quand même cette idée de dévoiler ce qui n'existe pas. Et vous l'écrivez, la pratique du pouvoir des technofascistes est théâtrale, les idées sont anarchiquement remixées, mais ce qui est clair, c'est l'objectif, conquérir le réel pour le configurer. Le reconfigurer, même comme on reformaterait un système que l'on juge décadent, obsolète, inefficace. Le rapport au réel, il est assez ambivalent, je dirais, puisque ce qui est frappant, en tout cas, moi, ce qui me frappe vraiment, c'est à quel point... c'est comme si cette extrême droite techno-libertarienne, techno-fasciste avait capturé la fabrique de l'utopie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des idées qui pourraient paraître complètement fantasmatiques et science-fictionnelles qui sont en train de se matérialiser. Enfin, je veux dire, cette idée de Riviera à Gaza, quand on l'observe 2 minutes avec, en tout cas, notre regard européen, nous paraît au mieux fantasque, au pire sinistre. C'est une combinaison des deux, politiquement irrecevable, inimaginable, et pourtant, elle pourrait se matérialiser. Et moi qui ai travaillé, par exemple, également sur la question des cryptos, quelle autre démonstration de la manière avec laquelle les technofascistes reformatent le réel que cette fiction financière qu'est Bitcoin, qui est lancée dans le sillage de la crise de 2008, qui est aujourd'hui parfaitement intégrée à Wall Street, qui est une nouvelle classe d'actifs financiers. Donc en fait, ce déplacement-là que Nick Land, qui est un philosophe assez important pour comprendre finalement leur vision du réel, mais aussi les idées qu'ils véhiculent. Donc Nick Land, c'est un Britannique, philosophe passionné d'occultisme, qui a été très influent avec une petite cellule de recherche qui s'appelle le CCRU, Cybernetic Culture Research Unit, qui était à l'université de Warwick, au nord de l'Angleterre. Petite cellule de recherche qui a fait naître certaines des grandes figures quand même de la pensée critique contemporaine. Il y avait la philosophe cyberféministe Sadie Plant, il y avait aussi Mark Fisher, il y avait tout un tas de penseurs comme ça qui ont gravité au sein de cette cellule. Et c'est finalement dans ce creuset-là que sont nées un certain nombre d'idées, comme notamment l'idée d'accélérationnisme, mais aussi tout un tas de fantasmes sur la conquête de l'espace, sur une post-humanité qui aurait pu dépasser la finitude et la mort, etc. Donc Nick Land, il a aussi théorisé cette notion d'hyperstition. Et l'hyperstition, c'est précisément une idée, un fantasme, mais qui va réussir à imprimer sa marque sur le cours des sociétés. Bitcoin est une hyperstition, la Riviera à Gaza est une hyperstition, les technofascistes ont une capacité à matérialiser leurs utopies et à faire advenir des hyperstitions. Et si on se dit que le venture capital est le modèle économique de l'apocalypse, son langage aujourd'hui, c'est celui de l'intelligence artificielle, le AI slop, comme on dit en anglais, donc une espèce de pâté pour chat faite d'images créées, générées par des IA génératives. La dernière itération étant
Trump qui, depuis un F-16, largue sa mère de molle, désolé pour l'expression, sur la population américaine. Bon, bah voilà, en fait, c'est aussi ça. Et au moment des... c'est sa réponse aux manifestations partout dans le pays de No King's Day, donc un jour sans roi. Je pense qu'il faut prendre ça assez sérieusement. C'est comme ça me fait penser à la communication de l'ICE, justement, et du Department of Homeland Security, qui est le ministère, on va dire, qui chapeaute l'action de l'ICE, et qui passe son temps à détourner les codes de la culture populaire. Alors, on a eu Alligator Alcatraz, c'était la série Z. Ensuite, on a eu Shipocalypse Now, c'était le détournement du film de guerre. Ils ont fait de la SMR, d'ailleurs, aussi. Ils ont fait de la SMR. Des personnes en situation irrégulière qui étaient balancées dans un avion et ils ont fait de la SMR dessus. Complètement. Et là, l'un des derniers exemples, c'est le détournement avec du folklore Pokémon, donc attrapez-les tous. Et où donc sur la musique de Pokémon et en faisant des petites cartes sur machin, violeur multirécidiviste, alors à chaque fois on prend les pires, puis on fait passer tous les étrangers évidemment pour des criminels multirécidivistes. Et donc c'était comme ça 2 minutes d'une vidéo complètement surréaliste, mais qui n'est pas qu'un simulacre, c'est-à-dire que c'est vraiment le prolongement de quelque chose qui arrive réellement dans l'espace physique avec une violence assez inouïe. Mais ce qui se passe, c'est que ça trace une ligne au sol où on dit aux gens, si ça vous fait rire, vous faites partie de la communauté nationale, si ça ne vous fait pas rire, vous ne faites pas partie de la communauté nationale. Et cette espèce de métapolitique comme ça, où on administre l'État comme on administrerait un forum 4chan, en fait, ça produit aussi de la réalité politique. C'est là où il faut le prendre du coup assez au sérieux. Et on revient à cette idée de penser en API, c'est qu'en plus, quand on manipule comme ça, qu'on joue avec des éléments de la culture populaire, qu'on crée un ensemble de signes, de symboles qui deviennent activables et transposables en action politique, à ce moment-là, ça commence à devenir quand même assez dangereux, et le potentiel de contagion et de banalisation devient très très fort. Il y a un excellent article de Norman Ajaris sur Lundi Matin qui analysait très très bien cette politique par le mème, notamment lorsqu'Elon Musk était à la tête du Doge et toute la rhétorique autour du Dark Gothic MAGA. Et ça, c'est vraiment dans le prolongement de cette idée que finalement l'extrême droite, l'alt-right américaine a véritablement capturé un peu l'Internet et ses codes, quoi. Enfin, oui, c'est ce qui a été appelé pop-fascisme aussi, par exemple, tout à fait. À un moment. Et c'est vrai que au-delà de cette récupération pop-fasciste en quelque sorte, il y a quand même vraiment cette idée derrière les technofascistes de dire nous allons vous montrer une autre lecture du réel, c'est nous qui détenons la vérité. On le voit à travers les exemples que vous donnez, mais aussi une pratique du pouvoir, en fait, des discours politiques. Vous considérez, vous, aujourd'hui, que le modèle technofasciste il est en train de se tester dans le monde et qui se diffuse comme une méthode, mais pas une idéologie. Donc, je vous cite, les technofascistes déjà au pouvoir sont perçus comme des proof of concept, des démonstrations grandeur nature de ce que pourrait être dans chaque pays la reprise en main de l'État. Donc, parmi les représentants de ce technofascisme, on en a parlé, il y a Javier Milei, le président argentin, Nayib Bukele, le président / dictateur du Salvador, ou encore Hans Adam II, le prince du Liechtenstein, qui en a fait un État entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez donner justement comme exemple de pratique du pouvoir de ces personnes-là qui sont proprement technofascistes ? Je peux juste faire un petit commentaire aussi, juste pour revenir sur le pop-fascisme, cette idée d'une politique du grotesque et cette dimension carnavalesque, parce que quelle autre figure que le bouffon pour qualifier Trump ? Et même Milei, il y a eu récemment ces images d'un Milei qui fait un concert de rock déchaîné sur scène, mais c'est le carnaval en fait, c'est le retournement. Milei qui arrive sur scène avec sa tronçonneuse, qui la face à Elon Musk, enfin, c'est la mise en scène permanente. Ouais. C'est le spectacle, mais c'est aussi la bouffonnerie, le grotesque. Et loin de tirer, des entraves de la mise en scène de cette bouffonnerie, ça nourrit une espèce de ferveur comme ça, fasciste. Mais c'est hyper signifiant aussi de ce retournement dialectique et conceptuel, parce que face
Ils incarnent les bouffons, mais qu'est-ce qu'ils critiquent en incarnant les bouffons ? Mais c'est aussi la rigidité de ce que Yarvin va appeler la cathédrale, à savoir les institutions traditionnelles de transmission du savoir, les universités, les grands médias unanimement qualifiés de woke, les figures comme ça qui incarnent ces élites conspuées, spoliatrices. Donc il y a véritablement un ferment extrêmement populiste au sens fascisant dans ce carnaval permanent. Et ce qui est assez fascinant quand même, c'est d'observer comment le carnaval et le grotesque nourrit en fait ce logiciel et cette pratique du pouvoir technofasciste. Il y avait un historien américain qui s'appelle Richard Hofstadter qui avait théorisé le style paranoïaque aux États-Unis dans les années 70, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un style grotesque. Mais ce style grotesque, et si je devais prendre un exemple où on a vraiment la rencontre entre, alors là ici est un exemple, mais on l'a déjà pas mal évoqué, mais dans un autre pays et qui est un pays qui a un lien du coup avec les États-Unis et qui est la suite d'ailleurs de cette politique qu'est le Salvador, donc de Bukele autoproclamé dictateur le plus cool de la planète, qui est quand même un type qui, au passage, et pour revenir sur les obsessions de Nastasia, voulait devenir un paradis de la crypto où on allait alimenter le minage de la crypto avec un volcan artificiel. Là aussi, quand même, si on n'est pas dans le grotesque. Non, un vrai volcan, un vrai volcan. C'était un vrai volcan. Moi, je pensais que le volcan était artificiel. Mais il n'a jamais alimenté quoi que ce soit. Voilà, il n'a jamais alimenté quoi que ce soit. Donc là, on est vraiment, ça, c'est Disneyland, quoi. Et à la fois, donc, il y a ce jeu sur ces codes du grotesque, et dans le même temps, il a construit cette prison qui s'appelle le Secot, qui est une espèce de prison de haute sécurité complètement délirante. Enfin, vraiment, c'est un vrai rêve de dictateur, pour le coup, et qui sert à accueillir notamment les pires indésirables qu'ont expulsé les États-Unis. Et où, finalement, les États-Unis... Contre 6 millions de dollars. Voilà. Et les États-Unis se retrouvent à sous-traiter, très littéralement, une partie de leur politique carcérale à un pays qui est une autre franchise, j'utilise le mot à dessein, du technofascisme. Et donc on voit dans cet exemple-là comment ce style grotesque, mais Milei pourrait être un autre exemple, c'est-à-dire que Milei, c'est les concerts de rock, c'est la bouffonnerie avec la tronçonneuse, etc. Et puis en même temps, c'est un ministère de la dérégulation, c'est la répression violente des manifestations, y compris peuplées de retraités qui viennent protester contre les effets absolument délétères de sa politique, parce que, bizarrement, l'exercice du pouvoir n'est pas qu'un exercice de pensée anarcho-capitaliste comme il l'imaginait. D'ailleurs, il vient d'être renfloué par Donald Trump, qui l'a quand même conditionné à sa victoire, qui est loin d'être acquise, aux législatives. Donc, comme quoi, tout reste transactionnel, y compris entre technofascistes. Mais c'est vrai que je pense que c'est important de réussir à articuler à la fois cette espèce de langage comme ça, est très visuel. Elon Musk lui-même communique énormément, voire exclusivement avec des mèmes, qui ont tendance à déréaliser complètement la violence, et de l'autre côté, la véritable violence telle qu'elle se manifeste dans l'espace public. D'ailleurs, petit aparté, mais qui nous redonnera peut-être un peu de baume au cœur, j'observe que dans les manifestations qu'il y a eu à Chicago là pour le No King's Day, en fait, et ça avait commencé à Portland avec les gens déguisés en grenouilles gonflables, on a vu de tout. On a vu des dinosaures, des requins, des hot dogs, tout ce qu'on veut, et donc qui ont contribué, alors que le pouvoir américain passe son temps à dire regardez les dangereuses antifas, terroristes, etc. En fait, en face de vous, vous avez des familles avec des gamins et des gens déguisés en poulets gonflables. President Trump will end the radical left's reign of terror in Portland once and for all. Ce qui est pas hyper inquiétant. Et du coup, c'était aussi un retournement du stigmate. C'était un retournement du stigmate, et surtout le fait que ce soit des grenouilles à Portland m'a beaucoup fait rire, parce que pendant des années, l'alt-right avait fait de Pepe the Frog une espèce de totem, un signe de ralliement, etc. Et tout à coup, la grenouille redevenait de gauche. Donc il y avait quelque chose d'assez réjouissant. Peut-être qu'il y a un fil à tirer dans le... Alors je dis pas que ça suffira pas. Je pense que le technofascisme et l'exercice très autoritaire du pouvoir aux États-Unis ne sera pas balayé avec des hot dogs, balayé et battu par des grenouilles avec gonflables. De l'humour et du renversement du stigmate. Mais en tout cas, comme quoi, il peut y avoir un combat à mener aussi sur ce terrain-là. Et sur le terrain des représentations et aussi du réel. Simplement pour passer quand même par l'Europe, ici c'est un peu plus insidieux, c'est-à-dire que les personnalités technofascistes au pouvoir sont célébrées par l'extrême droite qui admire surtout leur puissance d'action. Donc vous donnez l'exemple d'Éric Ciotti qui reprend l'idée de la tronçonneuse de Javier Milei pour couper dans les dépenses publiques, ou encore d'ailleurs celui du milliardaire Pierre-Édouard Stérin qui veut financer une sorte de projet 2025 pour faire
pour conquérir 1000 mairies aux élections municipales de 2026, alors évidemment avec l'extrême droite, ou encore de Giorgia Meloni. Est-ce que vous avez l'impression que le technofascisme est quand même clairement en train aussi de s'installer en Europe ? Je vais répondre en partie sur la France. Déjà, pour reprendre cette idée de la tronçonneuse, qui évidemment a abondamment circulé des États-Unis à l'Argentine, mais aussi en France, reprise pas seulement par des figures politiques d'extrême droite. Je me souviens de Valérie Pécresse, qui reprend la métaphore de la tronçonneuse. À la hache. Elle parle de la hache. C'est moins inquiétant, c'est plus sympa, la hache. Mais elle prend comme exemple, elle cite Elon Musk. Voilà, il y a eu une fascination à un moment d'une partie de cette droite dite républicaine, et évidemment des droites extrêmes, pour ce qui se passait aux États-Unis, et encore une fois, cette stratégie du choc algorithmique opérée grâce aux outils du numérique pour démanteler l'État social. Cette fascination, elle est très présente. On était au sommet des libertés, on a pu entendre différentes 50 Shades of il faut absolument réduire les dépenses publiques et l'immigration, mais aussi le climat. Donc on voit bien que cette idée de mettre à l'os ces structures-là, elle est extrêmement prégnante. Puis moi qui observe quand même pas mal l'écosystème crypto, je dirais que s'il y a bien aujourd'hui une courroie de transmission entre le technofascisme dans sa variante américaine ou son variant américain et la France, c'est par ces cercles-là. Donc là encore, des cercles très tech, très technophiles, où effectivement, dans la crypto, on se célèbre de ce qui se passe aux États-Unis et on veut absolument répliquer ça en territoire français. Vous avez tout un tas de discours sur la question de l'exil fiscal, de l'expatriation, de l'État qui est partout et en tout lieu une force au mieux spoliatrice, au pire complètement totalitaire. Ces idées-là sont extrêmement puissantes dans l'écosystème de la crypto, qui était fermement représenté au sommet des libertés. Donc en fait, ces idées, elles voyagent. Je doute qu'il y ait une transposition trait pour trait de ce qui se passe aux États-Unis en France, parce que nous n'avons pas les mêmes cultures politiques ni les mêmes structures institutionnelles et de gouvernance. En revanche, qu'il y ait une fascination qui ouvre la voie vers une forme de diffusion de ces idées, de normalisation de ces idées, j'en suis absolument convaincue. Et moi, je vois deux forces politiques en France qui essaient justement de s'emparer de cette grammaire-là. Alors, il y a une force politique qui est aujourd'hui groupusculaire, qui est Reconquête, et notamment avec Sarah Knafo, parce que Sarah Knafo est en train de bâtir une espèce de plateforme programmatique pour 2027, parce qu'elle a très envie d'y aller, qui est vraiment une base programmatique, alors pour le coup transposée, peut-être trop littéralement projet 2025 en France, quoi. Des États-Unis. C'est-à-dire, il faut la voir justement, et c'est là où on voit que ces modes d'action politique agissent comme des mêmes, littéralement. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle a fait une fois Trump élu? Elle est allée sur les plateaux télé avec ses tableurs Excel imprimés où elle disait, regardez voilà ces dépenses de l'Agence française pour le développement. Oh là là, j'ai repéré 40 000 euros pour financer des transitions au Guatemala. J'exagère à peine sur les exemples et les montants. Il faut absolument sabrer ça. Du coup, en désignant aussi des forces ennemies progressistes, etc. Bon, aujourd'hui, Reconquête, c'est moins d'1% législatif, donc c'est résiduel. Il n'y a pas un député à l'Assemblée. Sarah Knafo est eurodéputée, mais voilà, ça reste une toute petite force politique. Mais on sent une volonté d'y aller. On l'avait senti au sommet des libertés, où elle était vraiment arrivée comme une star, célébrée comme ça par tout cet écosystème. Et l'autre force, qui est une force à la frontière du monde économique et du monde politique, c'est Pierre-Edouard Stérin, qu'on a un peu évoqué. Mais Stérin, alors il peut pas faire comme Peter Thiel, c'est-à-dire que il peut pas financer la vie politique comme l'a fait Peter Thiel aux États-Unis, parce que les règles de financement de la vie politique en France ne sont pas celles-là. Ce qui est une différence majeure. Ce qui est une différence majeure, ce qui probablement nous protège un petit peu. D'ailleurs, je remarque que Pierre-Edouard Stérin est un peu fâché avec l'organisation de la vie politique en France, puisque quand l'Assemblée nationale veut l'auditionner sur l'organisation des élections, il sèche son audition, ce qui, au passage, est quand même un délit qui lui vaut d'être poursuivi. Une enquête qui est ouverte. Mais Pierre-Edouard Stérin, il partage avec Peter Thiel cette idée qu'il faut faire de la politique comme on fait du business. C'est-à-dire qu'on va miser sur des personnalités politiques exactement comme on miserait sur une start-up, en se disant que on va peut-être faire une culbute. On va peut-être réussir à faire advenir quelque chose, à devenir riche ou, en l'occurrence, à prendre le pouvoir. C'est pour ça que là aussi, il classe sur un tableur Excel tous ses candidats préférés pour les 3 ou 4 élections à venir. Et surtout, il faut voir, et c'est là où ça va être intéressant à observer, c'est-à-dire que
cette espèce de venture capitalisation de la vie civique où, avec le mode de financement de la start-up, on va pouvoir investir dans des aventures politiques, parce que du coup, Pierre-Édouard Stérin, il investit dans tout un tas de trucs, et puis en fait, quand on achète des croquettes pour chat financées par Pierre-Édouard Stérin, eh ben derrière, ça vient alimenter ou une Smartbox, ça alimente sa holding, et ensuite, c'est autant d'argent qui peut être réinvesti dans des associations, des think tanks, qui sont le projet Périclès. Mais le projet Périclès, en fait, répond à cette impossibilité de financer directement la vie politique. Périclès, c'est 8 lettres pour patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européens et souverainistes. Donc, il finance cette espèce de constellation de think tank, organisations, associations qui ont toutes pour fonction de saper les institutions. J'en voyais encore une la semaine dernière qui nous expliquait et qui explique à peu près tous les jours en quoi il faut absolument démanteler le Conseil constitutionnel, qui serait une institution partisane, etc. Donc vraiment un acharnement contre les formes institutionnelles qui sont vues comme des ennemis. Et je trouve que on voit là une transposition en France depuis la Belgique, puisque monsieur est exilé fiscal, de ce mode d'action, alors qui s'adapte à un environnement donné, parce que ça peut pas fonctionner exactement de la même manière chez nous, qui partage le même ferment libertarien, et qu'on retrouve d'un Peter Thiel chez un Pierre-Édouard Stérin. Et ce vent techno-capitaliste, cyber-libertarien, pour utiliser 2 termes qu'on pourrait aussi utiliser pour qualifier cette contre-révolution technofasciste, il souffle effectivement, vous l'avez signifié, en Italie. Bon, Giorgia Meloni étant directement héritière d'un parti fasciste. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. Giorgia Meloni, qui par ailleurs, dans une entreprise de dérégulation assez radicale de l'économie italienne, qui veut établir des zones économiques spéciales, en particulier en Calabre, ça c'est Queen Slobodian qui en parle, mais il va souffler aussi de l'autre côté de la Manche au Royaume-Uni, où Nigel Farage est en train de faire une bonne remontée. On a quand même là l'exemple aussi d'un milliardaire qui n'a jamais été aussi loin du peuple. C'est intéressant sur le Royaume-Uni, parce qu'on pourrait imaginer que le technofascisme ne s'allie qu'avec des forces d'extrême droite. Ce serait le réflexe traditionnel. Et sauf qu'au Royaume-Uni, c'est pas tant Nigel Farage avec qui ils essaient de se rapprocher, parce que Nigel Farage, c'est plus le national-populisme à la Bannon. Mais en tout cas, il monte. Ça c'est sûr. En tout cas, que l'extrême droite monte au Royaume-Uni, on a tous vu les images de la manifestation à Londres avec Tommy Robinson, qui est un agent d'influence des extrêmes droites identitaires mondiales. Mais les technofascistes, et je pense notamment à Peter Thiel et l'entourage de J.D. Vance en disant ça, au Royaume-Uni, il parle avec quelqu'un qui s'appelle Maurice Glassman. Maurice Glassman qui fait partie du Blue Labour, donc cette espèce de travaillisme conservateur, donc à la droite du Labour. Et donc on voit a priori faisant partie de ce sacro-saint arc républicain dont on nous rebat les oreilles en permanence. Et on voit que ça peut tout à fait fonctionner avec ces gens-là. Tony Blair à Gaza, c'est aussi un parfait exemple de quelqu'un qui, a priori, venant de cet arc républicain, se marie très bien dans ce logiciel, se fond très bien dans ce logiciel technofasciste. Et je pense que ce sera intéressant d'observer, a fortiori dans des pays, parce que tu disais tout à l'heure que le technofascisme prospère sur des démocraties qui se délitent. Et je pense que c'est très important de le rappeler. On voit bien dans une crise institutionnelle, on a des partis traditionnels qui sont au plus bas, c'est-à-dire que plus personne ne croit en les partis politiques, en la forme parti. Enfin, tous les indicateurs sont au rouge cramoisi. Il y a un désir, un appel d'efficacité. On voit les études du Cevipof, notamment, je pense aux chiffres de Luc Rouban, sur un désir que à la fois d'autoritarisme et d'efficacité, c'est-à-dire la démocratie n'est pas suffisamment efficace, donc il faut la remplacer par une forme plus efficace. C'est là où on voit que cette tentation de la forme entreprise peut trouver et c'est souvent d'ailleurs les études d'opinion, on réclame un chef, un homme fort. On réclame un homme fort et dans le même temps on réclame de l'efficacité. Donc on voit que la figure du chef d'entreprise, ça commence, et on voit d'ailleurs les instituts de sondage qui sont là pour fabriquer de l'opinion. On teste de plus en plus ces formes-là. Ça fait des années, on disait Michel-Édouard Leclerc, etc. Mais il y en a plein d'autres qui émergent. On dit tiens, peut-être Xavier Niel, patron de la crypto français, qui se politise de plus en plus, qui va à l'occasion d'une keynote le 24 novembre révéler son grand projet entrepreneurial pour la France. En fait, encore une fois, les alliances politiques, elles vont se faire de façon circonstanciée, comme tu le disais au Royaume-Uni, mais ce qui va se passer pendant ce temps-là, c'est, comme je le disais, c'est la normalisation
d'un registre d'idées et de pratiques du pouvoir qui, jusqu'à présent, était contourné véritablement dans les extrêmes. Parce que se normalise petit à petit l'idée qu'effectivement, un chef, mais pourquoi pas un chef d'entreprise, serait beaucoup mieux, plus efficace, mais aussi plus légitime qu'effectivement un homme politique issu de la tradition des politiques de métier. Et ça, c'est peut-être là que se joue aussi le vibe shift, comme diraient les Américains, dans cette normalisation de structures de pensée qui voisinent extrêmement bien, effectivement, avec le technofascisme. Alors peut-être ce qui nous protège en France, c'est le fait que Emmanuel Macron a probablement démonétisé la Startup Nation pour les 50 ans à venir. Pas sûr, hein, mais... I wish aussi, mais voilà, en tout cas, une personnalité issue de l'entreprise se heurterait peut-être à ça, de se dire, on nous a déjà fait le coup de la Startup Nation, ça n'a pas été une franche réussite, donc on va pas y retourner. Mais c'est vrai qu'on disait Sterrin aujourd'hui, et quand même, alors je pense pas qu'il ait d'ambition pour lui-même, d'ailleurs c'est pour ça qu'il fait des tableurs avec ses candidats préférés, il n'a pas vocation à être au premier plan, comme un Peter Thiel. Peter Thiel n'a pas du tout d'aspiration politique propre, par contre il finance tout un écosystème d'entreprises ou de personnalités politiques qui vont ensuite exercer le pouvoir d'une façon qui lui convient. Mais aujourd'hui, Pierre-Édouard Sterrin, c'est le premier business angel de France, devant Xavier Niel. Donc on est quand même face à des gens qui ont un pouvoir assez considérable et qui, dans cet appel d'air comme ça sur les décombres fumants des grands partis politiques, je mets à l'écart le Rassemblement National, puisque visiblement le Rassemblement National est le seul parti qui arrive à survivre justement dans les études d'opinion en tout cas, comme parti vers lequel il y a une désirabilité, probablement parce qu'il n'a jamais exercé le pouvoir. Mais les autres, que ce soit, je veux dire, on prend LR et le PS en France, ces deux cadavres en état de putréfaction, quoi. Ça pèse plus rien, c'est moins de 10% dans les deux cas. Et donc, dans ce paysage politique complètement apocalyptique, évidemment, peuvent prospérer des formes de pouvoir qui sont des formes de pouvoir plus hybrides telles qu'on les décrit. Une autre dimension essentielle du technofascisme qu'on a un peu abordé, mais pas beaucoup, c'est ce fameux sécessionnisme qui est finalement s'incarne aussi dans l'idée de privatiser entièrement des sociétés et d'avoir, comme le dit Curtis Yarvin, des sortes de villes entreprises souveraines ou pourquoi pas des États entreprises souverains pour concurrencer les démocraties nationales. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots, parce que j'ai l'impression que c'est un aspect qui est quand même assez important du projet général, entre guillemets. Oui, absolument. Donc cette idée de faire sécession des structures communes, de la vie politique, mais aussi de l'État-nation, en le déclarant d'ailleurs caduc. Vraiment, l'idée axiomatique, c'est l'État-nation est une forme dépassée. Bon, partant de là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, ces contre-ordres alternatifs, ils se basent d'une part sur la multiplication des formes, mais aussi des endroits géographiques. Donc l'idée, c'est de consteller le monde de micro-ordres alternatifs, ainsi que l'a très bien décrit Queen Slobodian dans son essai sur le capitalisme de l'apocalypse. Donc ces micro-ordres alternatifs, ils sont tous peu ou prou, en dépit de leur déclinaison et particularisme, orchestrés comme des formes privatisées de gouvernance politique. Ce sont soit des cités-États, soit des micro-capsules qu'on va aller poser sur les océans. C'est la pratique du seasteading qui fait véritablement partie de ce logiciel. Mais vous avez aussi une dimension territoriale et très clairement néocoloniale à ce sécessionnisme, puisque où bâtir ces utopies si ce n'est sur un territoire ? Et quel territoire n'est pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, déjà occupé par un État-nation avec sa souveraineté politique propre ? Donc il y a toujours des conflits comme ça et des arbitrages territoriaux à faire. Et l'un des exemples les plus paradigmatiques de ce sécessionnisme-là, c'est la ville-entreprise de Prospera, qui est donc sise sur une petite île du Honduras. Honduras étant l'un des pays les plus pauvres d'Amérique latine. Donc généralement, on va se mettre dans des zones où les structures politiques sont déjà fragilisées, où on sait que la gouvernance, qu'il y a des problèmes de corruption, et donc qu'il n'y aura pas de résistance a priori. Moins de résistance, effectivement, de la part des structures de l'État souverain en question. Il y a aussi pas mal de ces zones économiques spéciales, de ces cités-États qui prennent l'Afrique comme territoire d'implantation. Et pour finir sur Prospera, donc c'est vraiment une colonie de techno-libertariens du monde entier, mais à majorité américaine, dirigée par un comité exécutif avec un maire en l'espèce, mais ce maire a des fonctions exécutives, comme ce serait en fait un CEO de Prospera. Et ce territoire s'est implanté à la faveur d'une loi qui déclarait constitutionnelle une zone économique spéciale sur cette île en particulier. Donc un endroit où il n'y aurait pas de taxation sur le capital, pas d'impôt sur les sociétés et une facilité pour y installer des entreprises.
Sauf que cette zone économique spéciale, propre au Honduras, a été déclarée inconstitutionnelle par la nouvelle présidente du pays, qui est plutôt de centre-gauche. Et quelle a été la réaction des investisseurs de Prospera et de ces colons technolibertariens ? Eh bien, plutôt que de plier bagages, ils ont choisi en fait d'attaquer le Honduras devant une juridiction spéciale qui s'appelle un tribunal d'arbitrage international, qui sont les tribunaux auprès desquels les entreprises attaquent les États. Et donc, ces investisseurs réclament au Honduras le tiers du PIB du pays comme compensation vis-à-vis du préjudice qu'ils subissent. Et ce préjudice, c'est qu'ils ne peuvent pas mener leur petite entreprise néocoloniale et entrepreneuriale, possiblement à son terme. Aujourd'hui, Prospera existe. Il y a des habitants, ils sont une poignée. Il y a des conflits de diverses natures qui ont émergé depuis leur installation, notamment pour l'accès à l'eau, mais aussi, globalement, il faut se figurer un espèce de Fort Knox libertarien sur une île assez pauvre. Donc vous avez ces espèces d'images saisissantes entre des bâtiments comme ça et quelques mètres plus loin, les habitants, les locaux, les autochtones qui vivent avec très très peu. Donc voilà, c'est vraiment une espèce d'image comme ça de ce que ces gouvernances privatisées pourraient donner. Et des projets de Prospera, il y en a un en Afrique, et il y a une multitude d'autres projets comme ça de néo-villes, de cités-États libertariennes. Au Groenland aussi. Alors, il y avait le projet d'établir Praxis au Groenland. Alors maintenant, ils sont en train de se dire qu'ils vont peut-être faire Praxis aux États-Unis, parce qu'en fait, ce qui est aussi saisissant, ce que je viens de décrire, c'est une... Praxis, d'ailleurs, qui est un projet où, en fait, il y a déjà 100 000 citoyens virtuels, numériques, qui sont inscrits, en fait, dans cette ville, quoi. Parce que leur idée, c'est qu'en fait, le réseau est quantitativement plus puissant que l'État souverain. L'une des bases de leur raisonnement, c'est de dire Facebook, c'est 3 milliards d'utilisateurs actifs au quotidien, c'est plus, par exemple, que la France, en termes de quantité de gens qui se connectent. Donc, si on pouvait faire société à partir de cette manne d'individus numériques, on a quantitativement le poids, en fait. Et Praxis est l'une de ces métabolisations-là, qui est en train, finalement, de s'aligner sur un autre agenda politique, qui est celui de Trump, qui a déclaré qu'il installerait sur le territoire américain 10 Freedom Cities, donc des villes libres, qui seraient précisément des micro-enclaves au sein du territoire fédéral, qui ne répondraient pas aux lois de l'État fédéral, qui seraient très avantageuses pour l'innovation et qui seraient l'exemple de ce contre-ordre, mais cette fois au sein de l'État américain. Et c'est vraiment l'illustration de ce processus de fragmentation, de corrosion de l'intérieur qui va conduire à possiblement un affaissement des structures. En tout cas, c'est l'objectif déclaré de ces fascistes sécessionnistes. Et sachant qu'aux États-Unis, je trouve le parallèle est assez saisissant. On voit d'un côté ce mouvement vers des Freedom Cities, donc du coup qui échappe aux règles générales du droit, de l'état de droit, etc. Et de l'autre côté, on voit que Trump et son administration attaquent méthodiquement, et quand je dis attaque, c'est vraiment attaquer très vigoureusement, voire avec des soldats, des villes qui sont considérées comme des villes démocrates. C'est-à-dire que quand il envoie la garde nationale, ou qu'il cherche à envoyer la garde nationale à Portland, à Chicago, ou qu'il envoie l'IC à Los Angeles, à Chicago aussi, etc., on voit qu'il y a une volonté dans le même temps, désignés comme des zones de non-droit où il faudrait rétablir le pouvoir par la force avec une force militaire inféodée à l'administration dans ces bastions démocrates, et de l'autre, permettre à ces soutiens libertariens autoritaires, etc., de jouer dans leur bac à sable de l'expérimentation post-westphalienne des États. Et Peter Thiel a eu cette phrase en 2000, alors je ne sais plus en quelle année, je ne vais peut-être pas m'aventurer sur la date, mais en tout cas il l'a dit de façon très explicite, si on veut mener à bien notre projet politique, il faut multiplier le nombre de pays. Voilà. Et si on veut plus de liberté, je crois, il disait. Si on veut plus de liberté, il faut multiplier le nombre de pays dans le monde. Après, ce qui est assez frappant, c'est que justement, cette sécession-là, elle existe déjà d'une autre manière aux États-Unis en particulier, mais dans plein de pays dans le monde, où il y a une forme de privatisation à outrance, et donc les personnes qui ont les moyens ont un système de santé, font appel au système de santé privé, aux écoles privées, à des pompiers privés, même quand il y a des immenses incendies. Donc c'est une forme de continuité. Dans l'autre aspect dystopique de ce technofascisme, il y a l'obsession avec la limite. Vous le notez, dans le monde prométhéen des nerds de l'apocalypse, la limite doit être dépassée, transcendée, abolie. Et ça se manifeste aussi par une forme de transhumanisme, une volonté de repousser la limite absolue et biologique qui est la mort, mais aussi, par exemple, de télécharger son âme dans le cloud.
Oui, alors cette idée de transcender la limite, elle est, la continuité de cette idée maximaliste de la liberté. Une liberté sans entrave sur le plan économique, car ce sont des capitalistes en premier lieu, cette idée de liberté sans entrave, elle va se dupliquer sur l'aspect sociétal, où effectivement, la limite doit être transcendée. Et ça, c'est vraiment ce libertarianisme, finalement, qui infuse là-dedans. Et le transhumanisme, c'est ce chapelet de doctrines qui vont finalement matérialiser cette idée qu'aujourd'hui, l'humanité a comme enjeu existentiel de transcender cette limite. C'est à la fois tout ce qui a trait au cerveau, donc ces limites cognitives. Donc aujourd'hui, tout un pan de l'industrie des psychédéliques est capté quand même par les milliardaires techno-libertariens, avec des visées comme ça de se dire on va ouvrir les portes de la perception jusqu'à devenir super puissant en termes de cerveau. C'est la limite corporelle, effectivement, où on va repousser la frontière de la mort. Alors ça porte un nom très euphémisé qui s'appelle la longévité, avec le postulat de dire vivre vieux plus longtemps en bonne santé. Bon, ça, c'est le versant, on va dire, respectable de la longévité. Mais si on écoute les transhumanistes, c'est véritablement repousser la mort. Peter Thiel, comme tant d'autres milliardaires du secteur tech, a déjà réservé son petit cercueil pour se faire cryogéniser. Il y a une boîte qui s'appelle Nectome qui propose de conserver votre cerveau dans l'azote liquide pour le moment où vous serez réincarné, possiblement, ou soit pour le télécharger dans la machine, soit pour le réincarner sous une autre forme, etc. En fait, c'est des idées, encore une fois, ce sont des hyperstitions, quoi. Ce sont des formes qui ont été éprouvées dans la science-fiction littéraire, et notamment le courant cyberpunk, et qui aujourd'hui ont des traductions dans des startups, dans des entreprises, etc. Et c'est aussi ça, l'espèce d'idéal vers lequel ils projettent le destin de l'humanité. Et enfin, la dernière limite à abolir, c'est évidemment la frontière terrestre, puisque peu importe que la Terre brûle, peu importe que nous dépassions précisément les limites planétaires, dont nous venons d'ailleurs de dépasser la 7e des 9 limites planétaires dans le silence le plus total. Dans le silence le plus total, mais c'est finalement une contingence, puisque demain, grâce à la technique et aux forces du technocapital, nous allons pouvoir nous établir dans des colonies spatiales et possiblement sur Mars. Donc, en fait, il y a vraiment cette idée que l'humanité, dans sa forme biologique, corporelle, cognitive, est réduite au statut de contingence, parce que le destin qui attend cette humanité, si l'on laisse nos milliardaires technofascistes agir comme ils l'entendent, c'est un destin d'abondance, c'est une version maximisée, sous stéroïde de cette humanité. Et donc le présent, le réel, compte peu, si on observe cet horizon qui est véritablement transcendantal presque. Moi, j'ajouterais deux petites choses. La première, c'est qu'ils ont un rapport à la frontière qui est quand même absolument paradoxal. C'est-à-dire que d'un côté, la frontière est absolutisée, parce qu'on voit là aux États-Unis en ce moment, le rôle de l'ICI, encore elle, c'est d'exclure, de repousser par-delà la frontière tous les indésirables, les sans-papiers, les immigrés, etc. Donc la frontière, il faut surtout pas la franchir pour les gens qui sont considérés comme des ennemis. Et de l'autre côté, cette frontière, il faudrait la dépasser en repoussant les limites cognitives, biologiques, terrestres, etc. Donc il y a cette ambivalence par rapport à la frontière, c'est-à-dire que pas de frontières pour les capitaux et puis des frontières pour les êtres humains, a fortiori quand ils sont pas comme nous. Et puis l'autre élément, tu disais que ce secteur de la longévité, appelé comme ça de manière très euphémisée, ils ont aussi une obsession avec la natalité, c'est-à-dire que ils sont quand même à prôner de faire énormément d'enfants et de faire beaucoup d'enfants, parce que l'idée c'est quand même qu'il y ait une reproduction sociale très endogame. C'est-à-dire il faut faire des enfants entre nous. Entre gens de haut QI. Entre gens de haut QI. D'ailleurs, il y a quand même cette idée qu'on va pouvoir... C'est ce que fait Elon Musk, d'ailleurs. Et qui vont pouvoir faire se reproduire au maximum. Quasiment choisir leur bébé sur catalogue, comme on pousserait des paramètres, pour... Et en fait, cette obsession pour la natalité, c'est le paravent d'un eugénisme qui existe et qui a toujours été populaire dans la Silicon Valley depuis un siècle, quasiment, avant même que la Silicon Valley existe en tant qu'espace politique. Et c'est l'autre nom, là aussi très euphémisé, de la théorie du grand remplacement. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est se dire que pour contrer la natalité des pays du majority world, du sud global, où il y a des pays où on a 3-4 enfants par femme, et que pour contrer cette démographie-là, il faut absolument faire des enfants blancs à gros QI, qui demain seront capables de porter le projet parental. Oui, et vous le dites d'ailleurs, pour les techno-fascistes, le futur est réservé à l'élite blanche du techno-capital. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est la place qui est accordée à la liberté. C'est-à-dire cette fameuse liberté qui est sans cesse défendue par les techno-fascistes, elle n'est pas
pour l'humanité tout entière, elle est pour eux seulement. Et il y a un ferment ethno-racial, raciste, disons-le très clairement. La colonne vertébrale raciste est l'un des piliers majeurs de ce technofascisme. D'ailleurs, encore une fois, pour reciter Norman Ajari, il a un livre à venir en février qui dit que le technofascisme est l'un des nouveaux visages du suprémacisme blanc. Toujours dans cette idée de sélection, d'assurer le primat de la race blanche. Enfin, c'est évident, et c'est d'ailleurs l'un des invariants des fascismes historiques. Alors, vous finissez votre livre par ces mots « L'avenir ne nous appartient pas encore, mais il n'est pas tout à fait à eux ». Et vous le dites d'ailleurs dans votre introduction, nous sommes dans un entre-deux, un interrègne où tout est encore possible. Qu'est-ce qui empêcherait pour vous, ce que vous appelez un Moyen-Âge du futur, tout ce qu'on vient de décrire, d'arriver ? Et qu'est-ce que vous conseilleriez à toutes les personnes qui nous regardent, qui se sentent impuissantes et qui en ont un peu marre de vivre dans un épisode de Black Mirror ? Non, je pense que déjà, il faut réussir à sortir de l'envoûtement. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je suis toujours très méfiant vis-à-vis des discours qui surmobilisent la cognition, le récit, le narratif, ce genre de choses, parce qu'en fait, on reste purement dans le champ des imaginaires. Je dis pas qu'il faut pas les mobiliser, mais ça participe, en fait, c'est répliquer en miroir le phénomène qu'on essaie de décrire. Donc ça me semble pas très opérant sur le plan stratégique, politique, citoyen, etc. Donc il faut sortir de cet envoûtement. Je vais prendre un exemple très précis. Quand on a Peter Thiel qui nous fait son séminaire sur la figure de l'Antéchrist, alors je dis pas qu'il faut pas en parler, parce que c'est intéressant. J'aurais beau jeu de dire qu'il faut pas s'y intéresser, alors qu'on essaie de faire l'herméneutique et l'exégèse de ces technofascistes, et qu'on essaie de se plonger un peu dans leur cerveau. Mais pendant qu'on a des dizaines et des dizaines d'articles sur le séminaire sur la figure de l'Antéchrist de Peter Thiel, on s'intéresse pas du tout à certains de ses investissements, et le fait que, par exemple, là, aux États-Unis, en ce moment, il est en train d'investir dans l'enrichissement d'uranium, parce que le département de l'énergie a désigné des sites, qui étaient des sites industriels qui avaient fermé, qui devront demain être construire l'infrastructure, notamment pour l'IA, parce que le plan pour l'IA de Trump, complètement délirant, d'en faire l'espèce de nouveau dollar d'outil de l'hégémonie américaine partout dans le monde, il va bien falloir une infrastructure. De l'énergie, surtout. Voilà. Et l'énergie qui va avec. D'où l'idée que demain, on va faire tourner l'IA avec du nucléaire. Pour l'instant, c'est beaucoup des énergies fossiles. Et donc, il investit dans l'enrichissement d'uranium. Là, on revient à une matérialité vraiment, c'est-à-dire que à une architecture de pouvoir technofasciste, correspond une infrastructure, et une infrastructure qui est une infrastructure qui repose sur l'extractivisme, sur la violation des droits, sur la spoliation des peuples, enfin voilà, sur tout un tas d'éléments qui existent dans le monde réel et font l'objet de rapports de force. Donc je pense qu'il y a un intérêt crucial à se concentrer là-dessus. Je lisais une phrase d'un ethnographe qui a beaucoup bossé sur les nouveaux pétrogaziers du Texas, qui dit il faut s'intéresser à ceux qui meuvent les capitaux, c'est-à-dire que ceux qui font bouger les capitaux, donc nos fameux venture capitalistes, qu'est-ce qui les anime ? Mais ces capitaux qui bougent, c'est une matière à observer. Je pense que, par exemple, faire de l'investigation financière sur l'argent des venture capitalistes, c'est absolument crucial, parce que tout à coup, on va mettre la lumière là où ils n'ont pas envie qu'on la mette. Je pense que tout ce discours assez mystique, teinté de religieux qu'on retrouve chez les technofascistes, agite beaucoup, agit comme une diversion, et qu'il faut essayer de contourner cette diversion en contestant leur monde sur des bases qui sont des bases matérialistes. C'est exactement ce qu'on dit en conclusion, attaquer le technofascisme sur des bases matérialistes, parce que peut-être que stratégiquement, reconnaître que certaines positions ont été perdues, ces positions sur le discours, sur la mystique, on voit à quel point ils sont puissants dans leur mystique, sur le futur. En revanche, je ne peux qu'appuyer l'idée qu'effectivement, ce technofascisme, il a cette réalité matérielle. Cette réalité, comme Olivier le disait, extractiviste, violente pour les individus, aliénante pour les travailleurs et les travailleuses. Et je pense qu'aujourd'hui, et là je m'adresse en particulier aux gens de gauche et aux partis de gauche, la gauche doit vraiment se désenvoûter et repenser stratégiquement de fond en comble son rapport à la technologie. Si on prend l'exemple de l'intelligence artificielle, sujet ubiquitaire, que l'on entend partout. Quelle est la politique stratégique de gauche vis-à-vis de ces technologies ? Moi, mon opinion là-dessus, c'est que une politique de gauche réaliste et lucide quant aux dégâts à la fois écologiques mais aussi sociaux que produit cette technologie qui repose sur du travail humain qu'elle va dégrader, parcelliser en amont et en aval, eh bien, cette technologie comme l'IA, il faut la refuser. Par ailleurs, l'intelligence artificielle, on l'a mais aujourd'hui, beaucoup vous répondraient, le coup est parti. Enfin, en fait, on n'a pas le contrôle là-dessus, sur le développement de l'intelligence artificielle.
Après, il va falloir une infrastructure pour la faire tourner. Clair. Et l'infrastructure, c'est des centrales nucléaires qui vont être réouvertes. C'est des data centers qui vont être construits. Voilà. Ça se conteste. Même au niveau. Et ça s'empêche. Et ça s'empêche. Les fameux mini-réacteurs nucléaires dont rêvent les industriels de l'IA qui investissent massivement dans le nucléaire là-dessus. En fait, à un moment, ça existe. L'extraction, l'utilisation des énergies fossiles pour faire tourner ces data centers aujourd'hui, parce que je rappelle, Sam Altman lui-même explique que pour l'instant, demain, ce sera peut-être le nucléaire, mais en attendant, ça fonctionne quand même avec du gaz. Quand je vois que xAI, donc la filiale IA d'Elon Musk, a installé un site à Memphis, où d'ailleurs, ils ont fait un site beaucoup plus gros que ce qu'ils avaient obtenu vis-à-vis des autorités locales. Ils ont installé 2 fois plus de cheminées que ce qui était prévu. Donc ça se fait en empoisonnant une partie de la population. Ça se conteste. Ça se contexte, et même au niveau local. L'inévitabilité, quoi. Et surtout, il y a un coût politique à ça, mais je pense qu'une gauche lucide et à la hauteur des enjeux, notamment écologiques, se doit d'assumer ce coût politique et se doit de clarifier ses positions sur ce technofascisme qui, encore une fois, passe par des infrastructures en premier lieu. Et ça, c'est vraiment un point qui est, à mon avis, c'est un débat qui est encore ouvert aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous mentionnez aussi le fait d'observer et de suivre les micro-politiques de la résistance, donc comme le collectif Hiatus qui refuse l'intelligence artificielle, la quadrature du net, les luttes syndicales, féministes, antiracistes, écologiques, et la nécessité de peut-être mettre en réseau aussi toutes ces luttes-là pour contrer ce technofascisme. Et peut-être qu'une des portes de sortie, en tout cas un des points d'attaque pour observer toutes ces questions stratégiques, c'est de remettre au centre la question du travail. La question du travail qui est nécessaire pour bâtir ces technologies, à la fois pour ceux qui les façonnent, dont le tâcheronnage et surtout le caractère extrêmement brutal de ces tâches qu'ils ont et aliénant des tâches qu'ils ont à effectuer, mais aussi en aval, là où nous, en tant que journalistes, mais quiconque est employé aujourd'hui dans une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle, voit son travail qui est dégradé. Un col blanc autant qu'un col bleu à l'usine va devenir un simple superviseur de l'IA. Je veux dire, il y a une dégradation systémique du travail par ces outils. Le sociologue Juan Sebastián Carbonell en parle très bien. Et lui, il appelle de ses voeux, justement, remettre la question du rapport au travail comme étant un point axiomatique pour résister à ces technologies. Et vous finissez par le fait de croire à nouveau au monde partagé, le fait que l'on puisse partager tous le même monde. Absolument. Ces technofascistes, ils se rêvent en individus souverains, comme si en agrégeant les individus souverains dans une forme de maximalisme de la liberté individuelle, on arrivait à faire société. Mais on ne fait pas société en étant une juste juxtaposition de Pokémon comme ça dans la même pièce. Donc effectivement, la question de comment on refait groupe, comment on refait collectif et comment on nourrit ce rapport de force à partir du collectif et non pas des petites décisions cosmétiques individuelles, c'est là aussi effectivement une piste stratégique indispensable. Merci à tous les deux d'être venus sur Blast. Merci Paloma. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre ce qu'est le technofascisme. Je vous mets, comme à chaque fois, en description des liens pour aller plus loin. Et j'en profite pour vous dire que Blast est en campagne. Dans la période actuelle, nous n'avons jamais eu autant besoin de votre soutien pour décrypter ce monde qui bascule et vous donner des outils pour résister. Alors, si vous le voulez bien, abonnez-vous ou faites un don pour nous permettre de continuer à faire notre travail. Merci et à très vite sur Blast.